Vous écoutez Négatif, je suis David de Pesville, le réalisateur d'Astrakhan. Aujourd'hui, nous recevons un cinéaste dont le premier long métrage, intitulé Astrakhan, ne laissera personne indifférent. Un film à la fois fascinant et parfois malaisant, à la fois brut et sinueux, notre invité du jour explore dans ce film la figure de l'orphelin. Bonjour, David de Pesville. Bonjour. Merci de converser avec nous pour ce nouveau grand entretien du podcast Négatif, consacré aux esprits créateurs, et dont vous pouvez retrouver les archives sur notre site négatif.co. Astrakhan, donc, un premier long métrage en salle le 8 février 2023. Vous y dressez le portrait sensible de Samuel, enfant placé dans une famille rurale du Morvan. Orphelin, il rejoint un foyer composé d'une fratrie et de 2 parents, et nous verrons comment il est accepté, s'intègre ou fait corps avec cette nouvelle famille. Auparavant, vous avez réalisé 4 courts-métrages, Sigil Amour en 2005, Le Dépeuplé en 2007, La Dernière Plaine en 2011, et non, il n'y en a que 3 du coup. Il y en a 4, Les Lendemains qui chantent en 2008. C'est ça. Des films où l'on retrouve certains de vos motifs esthétiques ou thématiques, la ruralité, le rapport entre montage et musique ou musicalité, ou encore l'enfance. Alors, nous allons explorer ce long métrage, ces courts métrages, peut-être aussi comment s'expriment ces motifs à l'intérieur dans ce nouveau grand entretien de Négatif. Alors, une première question. Quels mots utiliseriez-vous pour caractériser, définir, expliquer ce que vous faites dans la vie ? Oula, cinéaste, j'aime bien. Mais réalisateur, c'est un beau mot aussi. Le fait de réaliser les choses. Mais non, je dirais cinéaste. Est-ce qu'il y a avant tout l'idée du cinéma derrière ? Ouais, et oui, effectivement, ça définit tout de suite la chose cinématographique. Mais les deux me vont, si je dois être honnête. Réalisateur, il y a quelque chose de tellement beau dans cette idée de réaliser enfin des choses que les deux peuvent définir ce que je fais dans la vie. Est-ce que metteur en scène ou filmeur, ça pourrait aussi vous convenir ? Peut-être un peu moins. Filmeur, j'ai l'impression, on pense tout de suite à Cavalier, moi j'ai l'impression que filmeur, c'est une pratique comme ça, presque quotidienne, qui a quelque chose, un rapport à la vie et au cinéma de manière quotidienne. Alors que cinéaste, il y a quelque chose d'un temps déterminé qui me semble plus juste, moi, dans mon rapport aux images et au récit. Et metteur en scène, effectivement, on pense au théâtre plutôt. Et je ne sais pas si évidemment que je mets en scène à l'intérieur de mes films, mais je pense encore une fois que celui qui convient le mieux, ça doit être cinéaste ou réalisateur. Pourquoi le cinéma et pas un autre médium ? Je sais jamais comment vient comme ça une envie d'un médium précis. Il se trouve que au lycée, dès le lycée, j'écrivais des chroniques, des chroniques dans le journal du lycée sur le cinéma, et j'écrivais des scénarios. Mais sans savoir pourquoi, d'où ça venait, quoi. Mais le cinéma a été... Je pense qu'il y a des images originelles, en fait. Et très tôt, j'ai pressenti un pouvoir subversif que je ne trouvais pas dans les autres arts. Mais bon, il faut savoir que chez moi, je viens d'un milieu modeste où il n'y avait ni film, ni livre, ni musique. Donc comment le cinéma est apparu là-dedans, alors que ça n'existait pas autour de moi, c'est pas la famille, bon. Après, au lycée, je me souviens d'une amie qui me montrait des films, qui commençait à me montrer des films le week-end. Et donc c'était toujours une pratique soit un peu alternative, subversive, en cachette. Et j'ai lié le cinéma à ce secret-là. Et je pense que c'est dans ce secret ou dans cette relation particulière au début que s'est noué là un lien avec ce médium. Et puis peu à peu, le cinéma a pris de plus en plus de place dans ma vie. J'ai fait une fac, par exemple, de lettres à Dijon, mais
j'ai fait cette fac parce qu'il y avait une option cinéma. Mais encore une fois, je n'osais pas me l'avouer. Enfin, tout ça s'est fait de manière sous-jacente. Puis, après cette option cinéma, j'ai voulu par contre me consacrer entièrement mes études au cinéma. Et là, je suis parti à Montpellier faire une fac de cinéma. Donc, c'est comme ça que le cinéma a pris de plus en plus de place dans ma vie. Est-ce que, à ce moment-là, vous étiez cinéphile ? Est-ce que ça avait un sens pour vous ou c'était quelque chose que vous refouliez peut-être ? Tardivement, en fait. Enfin, au lycée, pour reprendre sur les articles que j'écrivais dans le journal du lycée, là, j'écrivais déjà sur Ferrara et Kusturica, ça je m'en souviens. Mais j'avais pas une très grande pratique du cinéma. J'allais pas beaucoup en salle. Après, dans cette option cinéma, j'ai découvert des films absolument fondamentaux pour moi. Et je me souviens très bien de la projection de La Talente de Jean Vigo, qui a été, osons le dire, une sorte d'épiphanie. Il y a quelque chose où j'avais jamais vu ça. Le film m'a complètement bouleversé, sidéré. Et après, à Montpellier, par contre, là, j'ai vu énormément de films. Parce que je travaillais en parallèle de la fac au cinéma Diagonale de Montpellier, comme caissier. Mais du coup, j'avais accès à tous les films. Et là, j'en ai vu vraiment énormément. Mais plutôt tardivement, donc à l'âge de la fac. À quel moment est arrivé le désir de devenir cinéaste ? Mais je crois que le désir était là. Mais comme je venais d'un milieu qui était complètement loin de ça, un milieu ouvrier, j'ai jamais osé me l'avouer, ça n'avait aucune place, ça n'avait aucun sens, c'était limite incompréhensible. Donc vraiment, j'avais refoulé ça assez facilement. Et à la fin de la fac, je suis monté à Paris, comme on dit, et j'ai commencé à travailler comme assistant réalisateur sur des courts-métrages. Et ça, c'était en 2000, et mon premier film a été réalisé en 2005. Donc je pense que pendant ces 5 ans-là, l'idée a mûri et j'ai commencé à m'avouer, voire à me permettre d'envisager de devenir cinéaste. Entre-temps, il y avait eu une mise en scène au théâtre qui s'appelait À corps défendant. J'avais monté une pièce de théâtre pour un théâtre à Marseille, le théâtre des Argonautes. Et ça a été une première expérience pratique. Là, j'ai mis en scène, pour le coup, un comédien, de la lumière, de la musique. Et ça m'a beaucoup plu. Je pense que cette expérience a été aussi un peu primordiale pour m'autoriser, 2 ans après, à oser faire un film. Voilà comment c'est né. Est-ce que vous avez gardé cette pratique d'écrire sur les films ? Oui, c'est vrai, maintenant que vous le dites, oui. J'entretiens j'aime écrire beaucoup et j'ai un carnet qui est devenu aussi un document sur ordi qui s'appelle Les Motifs, dans lequel je note pas mal de choses. C'est pas un journal non plus, pas un journal intime du tout, mais il m'arrive à la vision d'un film de ressentir l'envie ou le besoin d'écrire dessus après l'avoir vu. Mais j'écris beaucoup moins qu'à une époque. C'est moins courant maintenant. Mais quand même, je me souviens avoir écrit sur Brissot, sur L'Ange Noir de Brissot, il n'y a pas très longtemps. Mais c'est pour moi. Ça n'a même pas vocation à être lu. Mais c'est un exercice que j'aime bien, écrire sur les films. Qu'est-ce que ça vous apporte ? À la fois de parler de cinéma que j'aime tant, à la fois écrire, qui est une chose que j'aime aussi. Et j'ai l'impression comme ça d'avoir pas un pouvoir, mais un ascendant quand même sur ce que je vois. D'avoir le recul ou nécessaire pour. Mais généralement, ça m'apporte une très grande satisfaction. J'aurais du mal à l'interroger plus que ça, mais c'est quelque chose que j'aime bien, ouais. À une époque, je voulais créer une revue pour écrire sur les films. Bon, ça s'est jamais fait. Mais... Une revue, c'est comme généralement collectif. Ouais, c'est vrai, mais j'avais commencé à en parler à des amis qui m'entourent toujours, d'ailleurs mon monteur, Martial Salomon. Je sais que je lui avais proposé, je me suis dit, tiens, il y a 2-3 personnes dont l'avis m'intéresse, et pourtant à qui personne ne demande l'avis. Et du coup, je m'étais dit, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus.
Bon, après, c'est une idée parmi d'autres qui peuvent arriver comme ça, et puis qu'au final, malheureusement, ne se font pas. Mais... Et puis j'ai fait, pas de plus en plus, mais il y a eu ces 4 courts-métrages, puis le long Astrakhan, qui a pris du temps et de l'espace. Et du coup, je pense que la pratique de l'écriture s'est un peu amoindrie à ce moment-là, quand je me suis consacré. Parce que vous écriviez autre chose aussi. Non, c'était c'est des fragments en fait, dans Motif, là, c'est des fragments que j'écris. Et il peut y avoir des pensées politiques, des pensées sur le cinéma de manière théorique plus large, des pensées sur le film, un souvenir d'un seul coup que j'ai envie de raconter. Ça mélange, c'est un peu impur, ça mélange tous ces trucs-là. Mais c'est drôle de parler des motifs, j'en ai jamais parlé. Personne ne l'a jamais lu. Bon, bref. Pour en venir à Astrakhan, c'est l'histoire de Samuel, qui est un enfant placé dans une famille rurale du Morvan. Orphelin, il rejoint un foyer composé d'une fratrie et de 2 parents, Marie et Clément. Ils ont accueilli Samuel par nécessité financière, l'allocation qui est versée en échange de cette prise en charge. Mais ils le considèrent peu à peu comme un 3e fils. Malgré tout cela, Samuel demeure de fait un étranger dans cette famille. Et l'ensemble de votre film joue sur les ambiguïtés des personnages, leur ambivalence et leur difficulté à s'exprimer ou à se comprendre. Alors on pose souvent la question, quelle est la genèse du film, quelle est l'idée motrice Moi j'ai envie de vous demander pourquoi l'orphelin, pourquoi cette figure, pourquoi votre film, même si le titre, on y reviendra, évoque autre chose, il se concentre sur cette figure et sur ce personnage de Samuel. Alors pourquoi l'orphelin ? L'orphelin pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une figure qui préexiste à moi, puisque c'est quasiment une figure en littérature, une figure déjà au cinéma. On peut remonter jusqu'à Rémi sans famille, Dickens, enfin plein de choses. Et j'aimais bien cette idée que ça soit déjà une figure établie et qui me préexiste. Et aussi, c'est souvent une figure qui me bouleverse assez vite. J'ai l'impression que l'orphelin a des puissances dramatiques, mélodramatiques, on pourrait dire, assez immédiates. Il y a quelque chose d'immédiat dans cette figure-là qui me plaît beaucoup et me bouleverse souvent beaucoup. Après, il y a une autre raison un peu politique, c'est que je me souviens qu'à l'époque des horribles manifs pour tous, là, il y avait des slogans complètement cons. Une famille, c'est un père et une mère, je sais pas quoi. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait des orphelins là-dedans, de ceux qui n'ont pas de parents? Et cette sacro-sainte idée de la famille, moi, c'est quelque chose que je continue d'interroger tout le temps. La télé, même la politique continue de véhiculer un truc là-dessus, sur le modèle familial, voire la valeur familiale, pas le voleur. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui heurte presque tout le temps mon esprit. J'interroge ce qui fait famille, qu'est-ce que c'est? Et donc, un orphelin, qu'est-ce que c'est? S'il n'a pas de famille, on en fait quoi? Et j'avais l'impression que ça pouvait susciter des questions de mise en scène propres à ce statut, que ça questionnait le regard, la perception, le fait d'être étranger à l'intérieur d'une famille. Ça me permettait donc d'observer l'idée de famille à travers les yeux de cet enfant, de Samuel. Voilà le point de départ. Après, il y a un autre point de départ plus historique, qui est l'histoire des nourrices morvandailes. En fait, c'est une étrange histoire où le Morvan, d'où je suis originaire et où j'ai filmé Astrakhan, où j'ai tourné, a été pendant très très longtemps une région spécifique qui a accueilli des orphelins. Et donc il y avait une rencontre comme ça entre 2 vulnérabilités, celle de ces femmes qui avaient besoin d'argent et donc qui accueillaient des orphelins, et de ces enfants qui avaient besoin d'affection. Et j'ai été très touché par cette histoire, par ces enfants, et au-delà du fait historique, je voulais redonner une incarnation à l'un de ces enfants. Voire même célébrer ça, pour pas que ça reste une ligne dans un journal ou un livre. Donc ça, c'était un point de départ très important pour le film. Et je pense que moi, étant originaire du Morvan, j'ai été imprégné par toute cette histoire.
toute cette ambiance si particulière. C'est vraiment étonnant. Il y a énormément d'enfants, anciennement de la DAS, qui peuplent aujourd'hui le Morvan. Et je m'en suis servi dans... Bon, là, je rentre dans les détails, mais dans le film, il y a une séquence de cimetière à la sortie de l'église où la famille passe devant des croix et des sépultures. C'est les vraies sépultures des enfants de la région qui ont été enterrés là. Et sur les croix, il n'est écrit que inconnu ou illisible, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Et ça me bouleverse. Et d'inscrire le film dans ces lieux-là, dans cette histoire-là, me semblait nécessaire. C'est peut-être la part documentaire du film, d'ailleurs. Vos 2 points de départ, c'était le personnage de l'orphelin Oui. et le Morvan. Oui, il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres comme l'idée ou l'envie de faire un film sans institution. Alors, on va dire que la première des institutions, c'est la famille. Et donc, c'était pour me consacrer à celle-ci que j'ai évacué absolument tout ce qui est police, tribunal, services sociaux, école. Ils ne sont absolument pas présents dans le film. Et ça, c'est en réaction à un certain cinéma qui me semblait regarder ces personnages à travers le prisme de l'institution. Il y a vraiment énormément de personnages, d'avocats, de flics. Et j'avais envie d'exclure ça de manière presque politique, de faire contre ça, et de regarder l'enfance à hauteur d'enfant, à hauteur d'homme, et pas du tout à hauteur de loi, comme il me semblait que c'était souvent fait. Et ça, c'est un vrai point de départ aussi pour le projet. Ok, je vais faire un film dans lequel il n'y a aucune institution. Donc il y avait cette histoire de Nourrice Morvandel, l'orphelin, l'absence d'institution. Et là-dessus, il fallait... Et quelque chose, l'enfance, que je voulais traiter ou évoquer plus comme une matière que comme un simple récit. Donc il y avait très tôt cette envie sensorielle de restituer l'enfance. Ça aussi, c'était l'un des points de départ. Comment est-ce que vous avez choisi l'âge ou en tout cas la période de la vie de l'orphelin? Là, il a entre 10 et 15 ans ou... Ouais, il a 12-13 ans. Et oui, parce que aussi pour échapper encore à un certain cinéma, je voulais pas faire un énième film d'adolescent, du passage adolescent, adulte. Il est préadolescent. Exactement, en fait. Il est préadolescent, donc c'est un âge encore plus particulier. Physiquement, c'est encore autre chose. Et c'est un âge dans lequel, si mes souvenirs sont bons, on est plus plongé dans un bain de sensations que dans une réelle compréhension ou captation du monde qui nous entoure. Et donc ça me semblait plus intéressant, cette bascule-là, avant l'adolescence, plutôt que ce trajet d'émancipation de l'adolescent qui est en train de comprendre la vie ou ce qui se passe autour de lui. Non, moi ce qui m'intéressait, c'était ce court temps juste avant ce plongeon-là. Que représente l'objet scénario pour vous? Il représente beaucoup. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime beaucoup écrire. Et donc j'aime que les scénarios soient déjà une forme un peu littéraire. Je sais que j'ai une écriture particulière. C'est pas tant scénaristique, ça l'est, c'est découpé en séquences et tout. Mais j'aime beaucoup les descriptions, j'aime beaucoup y insuffler déjà de la direction d'acteur, par exemple, alors que ça a rarement sa place dans les scénarios. J'aime beaucoup y mettre des indications, même pour l'équipe de tournage. Comment vous l'inscrivez? Parce qu'un scénario, c'est basiquement des dialogues, des descriptions de plans. Moi, c'est pas ça. Par exemple, je sais que je filme plus long que ce que... Enfin, à la fac, on m'apprenait des trucs à la con et qu'il y avait une règle en disant une page de scénario, c'est 1 minute, par exemple. Moi, ça marche pas du tout chez moi. Une page de scénario, ça peut être 5 minutes, quoi. Tellement, il n'y a pas beaucoup de dialogue, tant que ça, dans mes films. Donc, il y a quelque chose de l'ambiance, des sensations, des descriptions. Et ça, c'est dès le scénario. Et j'aime beaucoup ça, moi, en fait. Je sais que ça peut perturber peut-être un peu la lecture chez certains lecteurs qui sont habitués justement à la forme scénario. Mais moi, j'aime beaucoup ça comme
comme base de travail avec les comédiens, avec les techniciens. J'ai l'impression qu'on gagne un certain temps et qu'on insuffle un souffle, souvent une poésie ou en tout cas une littérature là-dedans qui va indiquer la direction du film, la direction, la sensation du film. C'est assez sensoriel, encore une fois. Vous écrivez seul, et là vous avez également été accompagné à l'écriture par Clara Bourreau. Oui. Qu'est-ce que vous apporte ce deuxième regard dans l'écriture ? C'est vrai que je commence par écrire seul pendant très longtemps. Je crois même que je serais incapable d'écrire avec quelqu'un. Ça serait très difficile. J'aime ce temps solitaire, là. Après, Clara Bourreau, c'est une scénariste. Elle intervient plus tard, une fois presque le scénario est fini, et elle fait des consultations. C'est-à-dire qu'elle vient me donner ses impressions, ses envies, ses ressentis, mais elle a un vrai rôle, c'est-à-dire qu'elle peut réellement influencer parce qu'elle a un regard très profond et en même temps presque technique, pragmatique sur comment deux séquences peuvent s'articuler, ou est-ce que ça serait pas plus fort si cette séquence-là se trouvait à un autre moment. Et là, par contre, ça devient très intéressant pour moi de le confronter à son regard, à Clara, parce qu'elle le fait sur plusieurs de mes films. Et moi, à nouveau, ça m'alimente ma réflexion, et je peux repartir à l'écriture. Clara n'écrit pas forcément. C'est vraiment de la consultation et de l'accompagnement. Et puis moi, je me remets à écrire avec ses éventuelles notes, ses éventuelles remarques. Mais c'est très important cette deuxième étape. Mais il faut qu'il y ait eu cette longue étape solitaire avant. Je ne pourrais pas, dès le début, m'associer à quelqu'un en disant « écrivons une histoire ». Combien de temps ça vous a pris ? C'est difficile à dire. Ce travail solitaire, en tout cas. Ouais, parce que j'écris par session. Enfin, il y a quelque chose d'un peu laborieux. Je ne me mets pas au bureau avec quelque chose d'astreint comme ça. On me dit avec une date ultimatum où il faut que je rende quelque chose. Pas du tout. Donc il faut beaucoup s'écouter, observer quand là on en a envie, quand là quelque chose se débloque pour avancer, puis laisser traîner pour vivre, aller nager, voir des amis, et pour alimenter cette pratique de l'écriture et pouvoir y revenir. Mais par exemple, j'ai beaucoup de mal à écrire à Paris. Alors, j'habite à Paris, et donc je fais des sessions comme ça, où je pars à la campagne ou à la mer, dans des maisons qu'on me prête souvent, où là, par contre, le lieu, le moment se permet à un travail plus intense, plus continu. Et donc, au final, à Astrakhan, j'ai beaucoup de mal à dire combien de temps ça a pris. Je me souviens qu'en 2015, j'ai eu l'aide à l'écriture ou à la réécriture. Je crois l'aide à la réécriture du CNC en 2015. Donc, ça veut dire que le scénario était déjà écrit, que j'ai réécrit après. Donc je crois sérieusement que ça fait très longtemps. J'ai tourné mon dernier film en 2012, La Dernière Plaine. Je crois que j'ai dû commencer en 2013-2014 à écrire Astrakhan. Mais après, encore une fois, par session, par plusieurs moments, il y a pu avoir des longs moments sans que je n'écrive du tout, quoi. Dans votre scénario, donc, vous travaillez la description. Comment est-ce que vous pourriez, ou comment est-ce que vous avez dans le scénario décrit Samuel ? Ah, c'est une bonne question. Je le décris un peu physiquement. Je parlais de cheveux hirsutes, d'allure sauvage, de mains dans les poches, de vêtements un poil trop grands pour lui. Je me souviens avoir dit très tôt à l'allure sauvage, sans savoir exactement ce qui se recouvre derrière cette idée, mais l'envie était là très vite. Ouais, je parlais de cette solitude, de cette étrangeté, de son regard sur le monde, mais regard presque... Je me souviens avoir écrit quelque part qu'il était condamné à voir le monde, à regarder le monde avec ses sens. C'est comme ça que je définissais Samuel à la base. Et voilà, c'est des détails physiques,
Des détails... Moi, il n'y a pas vraiment de psychologie. C'est-à-dire que je ne fais pas une fiche du personnage qui raconterait ce qu'il a vécu avant le film, quels seraient les traits de caractère. Pas du tout. Je le fais pour aucun de mes personnages. Je les accompagne au temps du film, au moment du film. Donc, ils naissent pour moi au moment du scénario. Et il n'y a pas... Effectivement, je peux me poser et évidemment qu'on va se poser des questions de depuis combien de temps Samuel est arrivé, quelle était sa famille d'avant et tout. Mais je les élude assez vite. Elles ne m'intéressent pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est chez les personnages, c'est leur présence au film directement. Voilà comment j'écris. Pourtant, le film travaille la question du trauma, du traumatisme, ou plutôt de ses conséquences. Avez-vous intégré cette question dans la structure narrative de votre scénario ? Oui, je crois, mais c'était pas si conscient que ça. Je m'en suis rendu compte a posteriori que j'avais intégré ça. Parce que très vite, dans le scénario, il y avait des ellipses qu'on va retrouver dans le film, qui seraient du coup quelque chose de l'amnésie, et il y avait un attardement sur des détails, qui serait du coup de l'hypermnésie, comme si la mémoire se souvenait très fort de petites choses et en éludait d'autres. Et donc là, on adoptait, c'est vraiment le propre peut-être d'une mémoire traumatique. Et donc là, très vite, mon écriture adoptait cette forme de mémoire traumatique, mais je ne m'en rendais pas complètement compte. Et en plus, on y reviendra certainement, mais avec ce final, avec ce film quasiment en 2 parties, il y avait quelque chose du trajet, oui, mémoriel, comme si des nouvelles images pouvaient advenir à la fin, des souvenirs remonter à la surface, après un long chemin, un long cheminement. Et là-dedans, je pense qu'il y a quelque chose qui adopte effectivement la forme de la mémoire, mais aussi du trauma. Mais ce qui m'intéresse chez le trauma, c'est... Bon, déjà pour moi, possède des puissances de fiction énormes. Enfin, je veux dire, on le retrouve des Hitchcock. Enfin, c'est très important, cette notion de trauma, en termes de cinéma que ça provoque, d'image. Mais il y avait aussi, je ne sais plus ce que je voulais dire... oui, d'observer en fait les cercles plus ou moins concentriques qui se forment autour du trauma. Donc c'était pas tant le noyau qui m'intéressait plutôt que d'observer les ondes et les ondulations que provoquait ce trauma autour de lui. Et par exemple, jusqu'à même de manière très physique, parce que si je convoque les intestins de Samuel, mon personnage principal, c'est aussi pour observer l'effet physique que peut provoquer ce genre d'abus, ce genre de trauma. Quelle est la place de la liberté que vous avez laissée à votre personnage Samuel ? Au personnage ou au comédien ? Au personnage. Le comédien, on pourra en parler après. Le personnage, je ne sais pas s'il avait tant de liberté que ça. Parce que moi, c'est vraiment très écrit, et comme j'ai écrit pendant longtemps, j'y ai passé beaucoup de temps à définir exactement ce à quoi je voulais qu'il ressemble à l'image. Donc mais ça serait horrible de dire qu'il n'y avait pas de liberté. J'espère que je lui en laissais. Mais je pense que c'est venu en deuxième temps avec l'incarnation et en trouvant l'interprète de Samuel. Mais à l'écriture, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de liberté. J'avais envie de lui donner un récit, une ligne, un développement qui fait que je ne sais pas si on peut... Enfin quand même, j'étais pas si tyrannique que ça, même à l'écriture. Je me laissais surprendre aussi par ce que Samuel allait devenir, ce que Samuel allait traverser comme épreuve. Non, je me laissais surprendre, donc c'est peut-être en ça qu'il y avait de la liberté. Comment ne pas écrire des personnages monolithiques, mais ambivalents ? Par plusieurs moyens. Enfin, c'est-à-dire que ça, quand j'écris une séquence et que
je vois que le personnage va dans tel sens, j'essaie tout de suite de contrarier plus ou moins ça. J'ai envie de dialectique, j'ai pas envie de choses monolithiques. Pour les parents, il était très important de ne pas faire un couple de Thénardier purement et simplement maltraitant pendant 1h30. C'est pas vrai. Ça serait pas juste en plus. Et pour les grands-parents, pareil. Je me souviens très bien que dans le même mouvement, j'ai aimé écrire que la grand-mère pouvait le traiter de cinglé à la 3e personne, faire comme s'il n'était pas là. Puis, dans le même mouvement, aller lui acheter une sucette chez l'épicier. Donc il fallait toujours contrarier comme ça les premiers mouvements pour éviter que les personnages ne soient que d'un bloc, mais justement deviennent plus ambigus, et encore plus complexes. Parce que j'avais l'impression, alors c'est un grand mot, mais que ça a plus de rapport avec la vie. Je ne crois pas que les gens soient faits comme ça d'un seul bloc. Et donc il fallait restituer cette complexité. La petite voisine Hélène, elle est à la fois entreprenante et amoureuse, j'ai envie de dire. Enfin, il y a plus. Ce qui m'intéressait, c'était de parler, ou en tout cas de restituer une maladresse, une pudeur. Et ça, c'est des sentiments très ténus, c'est des choses très compliquées. C'est pas. J'avais pas envie non plus pour Samuel d'un enfant immédiatement sympathique qu'il le resterait comme ça pendant 1h30 de film. J'avais envie que ça demande un effort. Je voulais remettre en doute l'adhésion qu'on peut avoir trop immédiate aux personnages au cinéma. J'aime les films qui ont besoin d'un spectateur aussi pour faire un effort, pour aller vers les personnages. Et tu vois, le grand-père, s'il est capable d'un tour de magie un peu désuet, un peu charmant, pendant un repas, il se trouve que dans la séquence d'après, il est capable d'aller tuer des chatons sans aucun scrupule. Et en fait, tous les personnages ont été écrits comme ça pour, encore une fois, ramener de la complexité dans la psychologie ou le physique humain et ne pas... Ça me semble plus juste avec la vie, tout simplement. Avec ce qu'on est au quotidien. On n'est pas tout le temps des gens bons, on n'est pas tout le temps des gens mauvais. Et du coup, le cinéma doit restituer ça. Après l'écriture du scénario, vous entamez un travail de préparation. L'une des étapes de ce travail de préparation avant le tournage, c'est de trouver les acteurs et les actrices. C'est à la fois un défi, une zone d'incertitude avec des choix décisifs. Votre film, en plus, un personnage principal qui a un enfant. Souvent, c'est plus complexe de trouver un enfant, parce que ce ne sont pas des acteurs professionnels, entre guillemets. Comment est-ce que vous avez trouvé Samuel et qu'est-ce qui... Parce qu'on a commencé par casting. J'ai voulu voir plein d'enfants, mais pour réduire un tout petit peu la recherche, je cherchais un gymnaste, quelqu'un qui fait de la gym. Est-ce que le personnage de Samuel était déjà dans le scénario, un gymnaste ? Oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, pour réduire les recherches, pour se concentrer un peu, on a commencé à aller voir toutes les associations ou les clubs de gym, et principalement de Bourgogne, parce que je savais que je tournais là-bas. Donc on a commencé par ça, en rencontrant plein de gymnastes. C'est une chose à laquelle je tenais, parce que pour moi, ils ont un corps particulier, une manière de bouger particulière, et du coup, ça m'intéressait. Mais il se trouve qu'en parallèle, l'une de mes productrices, Anaïs Feuillette, m'a dit « C'est drôle, mais je pense à mon neveu, Mirko Giannini ». Et moi, j'ai mis un peu de côté l'idée. Il y avait quelque chose là-dedans qui me déplaisait assez. Non seulement c'était trop facile, et en plus, ça faisait petit milieu, petit truc entre soi, le neveu de la productrice qui fait du cinéma. Bon, ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai mis ça de côté. J'ai continué à voir, mais tout en rencontrant Mirko, quand même. Et il faut bien admettre que la rencontre avec Mirko était vraiment chouette. Non seulement il avait une présence très physique, très immédiate. Et vous avez décrit Samuel avant tout, quand je vous ai posé la question, par son apparence physique. Oui, c'est vrai.
Ben oui, oui. Et encore, Samuel, c'était pas... Dans le scénario, il avait une allure plus malingre, quelque chose de plus... moins en bonne santé, alors que Mirko a plutôt des bonnes joues, enfin, il est plutôt en forme. Et donc, je le voyais pas comme ça tout de suite. Je le voyais vraiment plus comme un chat sauvage, alors que Mirko était relativement sympathique. Même un peu discret, un peu retenu, mais quand même sympathique. Et donc, ça m'a demandé, moi aussi, un effort pour aller vers lui. Mais il se trouve qu'au-delà du neveu de la productrice, c'est un gamin qui a jamais fait de cinéma du tout, qui connaît pas ça, qui vit dans les Alpes, dans un village des Alpes, qui est extrêmement sportif. Et du coup, il y avait quelque chose de très attachant. Et à force de le revoir, il a fini dans cette horrible shortlist d'enfants qui était vraiment très intéressant, quoi. Et Mirko avait fait de la gym. Il avait arrêté. Pour le tournage, il a repris les entraînements quelque temps avant le tournage pour pouvoir faire les séquences de gym. Mais il se trouve que Mirko, en lisant le scénario, en passant du temps avec lui, avait encore une fois une compréhension très forte du scénario, mais qui passait pas par la psychologie, et ça me plaisait vraiment beaucoup. Donc, par quoi ça passait je sais pas, par quelque chose, encore une fois, de physique, de sensoriel, de brut. Il comprenait tout ce qu'on se disait. Il avait des questions sur le scénario auxquelles je répondais. Il en parlait aussi avec ses parents. Mais il se trouve que c'était simple, fluide, et que j'étais bien obligé de me rendre compte que je commençais, comme la famille dans le film, à m'attacher à ce gamin. Il était extrêmement attachant. Et c'est un super bosseur. Tellement il est sportif, il a ce truc de la durée du travail, de l'entraînement. Et c'était pas une performance que je lui demandais, loin de là. Il fallait au contraire une retenue et tout. Mais il se trouve que sur 5 semaines de tournage, ça peut être très intéressant d'avoir un enfant qui est pas fatigué, qui est heureux d'être là, et qui l'envisage même comme un truc un peu sportif à faire, quoi. Voilà la rencontre avec Mirko. Est-ce que vous choisissez parfois plus par rapport à la voix qu'au corps, ou inversement ? C'est drôle. Bon, moi, les deux sont très importants, mais effectivement, la voix est très importante. Bastien Bouillon, qui était là sur le projet très très tôt, même avant que ça soit... Qui incarne le père. Qui incarne le père, qui était là avant que ça soit ces productrices-là qui prennent en charge le projet. Et j'étais très ému par sa voix, la douceur qu'il amenait dans les essais de ce père. Et justement, pour l'ambiguïté dont on parlait tout à l'heure, il y avait quelque chose dans cette voix, une douceur qui entrait en collision avec la description de ce père qui était capable de mettre des coups de ceinture, par exemple. Et donc la voix était très importante. Et Jenny, qui interprète la mère, Marie, Jenny Bess, est une chanteuse, donc la voix est très importante. Et la première rencontre, si on peut dire, c'est en l'écoutant à la radio que j'ai eu envie de la rencontrer. Donc c'est aussi sa voix. Puis, une fois qu'on s'est rencontrés, elle est arrivée au casting avec le crâne rasé. Et franchement, elle était sublime. Mais une beauté rêche, comme ça. Et là, du coup, il y avait le physique et la voix qui venaient se marier. Puis ensuite, avec les essais avec Bastien, j'étais très attentif à ce que leur voix se mélangent bien ou non, quoi. Les essais ensemble ? Oui, les essais ensemble. Vous avez testé à 2 ? Oui. Puis à 3 ? Je crois pas qu'on ait fait d'essais avec Samuel. J'ai vraiment fait un couple, des essais entre Jenny et Bastien pour voir comment le couple fonctionnait. J'ai également fait des essais à 2, enfin, une rencontre plus informelle que ça, entre Lisa et Paul qui jouent les grands-parents, pour voir ce que ça donnait physiquement les deux ensemble. Et par exemple, pour continuer sur la voix de Lisa Heredia est une voix que j'adore, qui est une voix qu'on entendait chez Brissot, chez Romer. Et
comment dire, quand on s'est rencontrés et que cette voix-là était incarnée, j'étais très ému par ça. La voix était essentielle. Donc oui, je choisis ni la voix ni le physique, mais l'association des deux. Mais sérieusement, presque avant de voir s'il joue bien ou non, quoi. C'est le premier truc, c'est la voix et leur manière de bouger, de se mouvoir. Et après, presque dans un deuxième temps, je regarde le jeu. Ça se fait dans ce sens-là. Comment est-ce que vous savez si un acteur ou une actrice joue bien? Bon, c'est vraiment subjectif et en référence aussi, il y a la cinéphilie qui rentre en jeu. C'est les films que j'aime bien, les jeux de comédiens que j'aime bien. J'aime quand c'est musical. J'aime quand ça peut être un peu faux. J'aime beaucoup ça, généralement. Ça m'émeut. Je trouve qu'il y a une émotion qui naît de ça. Il y a une faille là-dedans que j'aime bien. Comment je le sais? C'est de manière intuitive aussi, beaucoup. Faut vraiment pas mésestimer la part intuitive ou instinctive qu'il y a dans le casting ou dans la manière de faire un film. Il faut s'abandonner à ça, à se faire confiance. Et quand je fais les essais avec Jenny ou Bastien, ça peut être une manière de casser la voix, de casser les phrases. Ça peut être des interruptions dans la phrase là où je ne m'y attendais pas. C'est tout ça, en fait, qui me permet de dire, tiens, j'ai envie de le filmer, j'ai envie de l'écouter. Est-ce que vous effectuez un travail de répétition? Non, très peu. Il y a ces essais. Il peut y avoir plusieurs essais pour justement confronter deux comédiens ensemble ou non. Et les essais, c'est pour choisir? Oui. Ouais, mais je leur fais passer des scènes du film à ce moment-là. Mais donc, t'as raison, c'est pas un travail de répétition à ce moment-là. Par contre, avant le tournage, on se revoit, mais pour discuter, pour des essais costumes, pour tout un tas de choses. Mais j'organise pas de répétition. Et après, au tournage, je tourne relativement vite, avec pas beaucoup comment dire, je fais pas beaucoup de prises. Et avant la scène, il y a une mise en place. Mais il n'y a pas une répétition. Je mets en place les choses et j'aime bien me lancer comme ça, surtout quand on tourne en pellicule. Bizarrement, on pourrait croire que c'est l'inverse. Parce que votre film est tourné en 16 mm. Le film est tourné en 16 mm et on pourrait croire qu'en pellicule, il faut beaucoup répéter en amont pour pas se gourer au moment de la prise, pour pas gâcher de la pellicule. Mais non, moi, je crois l'inverse. C'est que la pellicule, la sacralisation de ça, permet de se jeter là-dedans, car tout le monde est au rendez-vous au même moment, au même endroit, et donc je fais pas beaucoup de répétitions du tout. Comment est-ce que vous vous positionnez alors en tant que metteur en scène ou en tant que cinéaste dans votre rapport aux acteurs et dans le dialogue que vous instaurez pour les guider, les accompagner? Souvent je leur chuchote, enfin je m'en rends pas compte, c'est Jenny qui m'a dit que je faisais ça, mais je leur chuchote les phrases avant la prise. C'est pas que je leur montre une manière de dire, je suis très très mauvais comédien, donc je veux surtout pas qu'ils refassent comme moi, mais c'est pour indiquer une direction. C'est plus une direction qu'une manière de faire. Et aussi, à nouveau, il y a quelque chose de très physique, surtout avec les enfants, que ça soit avec Samuel ou Hélène, sa petite voisine. Il y avait quelque chose du déplacement, de l'action, de la direction de regard, mais il n'y avait pas de psychologie. Je ne dis pas le personnage est dans tel état, pas du tout. Je sais qu'avec Jenny, on disait plus ou moins doux, qu'on avait un curseur, ou plus ou moins dur. Là, à ce moment, t'es énervé, mais c'est un léger curseur qu'on ajustait comme ça, parce que moi, je me dis que quand on prend tel comédien au casting, après, il faut faire avec ce qu'ils sont, avec eux. Moi, j'ai pas envie de les amener ailleurs que ce qu'ils m'ont proposé. Ce que je vois au casting pendant les essais, je sais que c'est ça que je veux retrouver, qui m'intéresse. Et donc,
la direction se fait comme ça, à nouveau de manière intuitive. C'est plus un accompagnement plutôt qu'une direction. Vraiment, j'ai l'impression de les accompagner, de me jeter là encore avec eux dans ces prises en pellicule, sans filet. Et je suis pas contre les accidents en plus, donc ce qui empêche d'avoir peur. Je me dis pas, oh là là, est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'ai une confiance quand même absolue. Et même avec les enfants, on imagine que ça pourrait être source de plus ou moins angoisse. On dit souvent que c'est dur de tourner avec les enfants. Moi, je trouve pas. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose même d'assez facile. Ils comprennent très bien. Bon, c'est pas des petits enfants, donc il n'y a pas du tout de problème de ce côté-là. Il n'y a pas de différence dans la manière dont vous les accompagnez par rapport aux adultes? Je sais pas, peut-être que je les accompagne un peu plus. Dans votre, vous avez peut-être pas de méthode, mais en tout cas dans ce que vous pouvez faire le jour J avant de tourner le plan. Je sais que Mirko, les enfants, on leur lisait la scène le matin au petit-déj avant de tourner, ou les scènes qu'on allait tourner dans la journée, pour juste qu'ils l'aient en tête, qu'ils aient à nouveau une petite musique en tête. Mais après, je peux pas... Effectivement, j'ai pas une méthode particulière, et je ne crois pas avoir un accompagnement différent entre adultes et enfants. C'est sûr que je les infantilise pas du tout. Je veux qu'ils se sentent bien, mais les adultes aussi. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait une différence. Vous avez tourné sur plusieurs saisons. Qu'est-ce que cela a changé dans la temporalité de votre tournage ? Oui, ça a changé beaucoup de choses, parce que j'avais jamais tourné sur plusieurs saisons comme ça. Et ça, par contre, c'était relativement source d'angoisse. Parce qu'il y avait déjà d'abord 4 semaines en été, au mois de juillet, avec une météo exécrable dans le Morvan, donc c'était un peu compliqué. Puis, il y avait une journée à Paris à l'automne, pour la séquence du cirque et du vivarium. Puis, enfin, 3 jours en hiver, dans le Jura, pour la séquence de Classe de neige. Et donc, il y avait plusieurs doutes là-dedans. En termes de production, c'est assez compliqué de relancer à chaque fois la machine. Je n'étais absolument pas sûr qu'il y ait de la neige au moment où on tourne. Et donc, à des moments, ça se transformait en classe verte dans le scénario. Enfin, c'était beaucoup moins intéressant. Et puis, je voulais de la neige. Mais aussi les enfants, avec le risque, en prenant des enfants de cet âge-là, en préadolescence, c'est quand même qu'entre le mois de juillet et le mois de janvier, il y a une réelle... modification physique. Ce qu'on appelle à l'époque l'effet Harry Potter et qui maintenant s'appelle l'effet Stranger Things. Ouais, voilà, c'est vrai. Les enfants grandissent trop vite. Mais oui. J'avais très peur que la voix change, que le physique change et que ça ne soit pas raccord, quoi. Bon, il se trouve qu'on a eu beaucoup de chance absolument sur tous ces points, quoi. Mais il y a quelque chose au long cours, du coup, parce que c'est-à-dire que quand on a fini notre session en juillet, il y a à la fois une fête de fin de tournage, mais on sait que le tournage n'est pas fini, quoi. Qu'il y a encore plusieurs sessions. Donc il y a quelque chose comme ça qui n'en finit plus de finir. Et ça demande effectivement une endurance et il faut entretenir le désir. Bon, c'est pas très difficile, mais il faut que le désir perdure et soit là tout le temps pour aller... En plus, on a commencé le montage de la partie été avant d'avoir tourné la partie hiver. Et donc, je voyais ce à quoi le film allait ressembler, mais le tournage n'était pas fini, donc j'avais peur. Comme j'étais heureux de ce que je voyais, j'avais peur de rater la session hiver et de devenir détruire un peu ce qui avait été là. Bon, ça, c'est assez compliqué sur la durée. Mais il y a plein de points positifs aussi. Je sais pas, c'est assez agréable de vivre le film et de vivre avec l'équipe sur une longue durée. Il y a un réel plaisir au moment des retrouvailles. Ça, c'est très agréable. Est-ce que vous avez pensé le découpage en amont ou est-ce que vous êtes rapproché est-ce que vous avez une approche plutôt d'improvisation à ce niveau-là ? Non, alors surtout pas d'impro. Je suis très mauvais en impro. Du coup, non, c'est en amont.
en collaboration avec mon chef-op Simon Beaufils. Mais j'aime bien commencer à nouveau comme le scénario seul, puis le tester, le proposer à Simon, et là lui intervient aussi de manière très pertinente tout le temps pour savoir ce qui est faisable ou pas, parce qu'il y a un critère important, c'est l'économie du film. Donc je savais que ça allait pas être très découpé, alors ça l'est quand même, mais je veux dire qu'on n'allait pas multiplier les plans comme ça, qu'on n'aurait pas le temps de les faire. Et le but était d'être cohérent avec l'économie, avec le scénario, et donc d'être à l'os tout le temps et dès le découpage. Et moi, le découpage, c'est ma partie préférée. J'adore ça. Je trouve que c'est là que se fait l'écriture cinématographique. C'est la spécificité du cinéma, c'est la manière de parler en découpant, quoi. Et j'adore ça. Et donc j'y passe pas mal de temps. Après, il ne faut pas être naïf. Le découpage peut s'adapter au moment du tournage parce qu'on avait prévu de faire ça, mais ça ne passe pas dans tel décor, ou ce jour-là, finalement, on n'a pas ce comédien-là. Il peut y avoir tout un tas de raisons. Donc le découpage s'adapte aussi au moment du tournage. Mais si je ne l'écris pas avant, si je ne le pense pas ni visualise avant, ça serait très compliqué pour moi d'arriver sur le plateau et d'improviser, d'inventer. Je me sentirais vraiment démuni. J'ai besoin de ce découpage et de savoir ce que je raconte et comment je le raconte. Ça me rassure, mais c'est pas une béquille, c'est un vrai soutien et un vrai choix. Je veux que des choix se soient faits avant de manière très forte sur comment filmer telle séquence. Le découpage, pour vous, c'est un document écrit, ça peut prendre la forme d'un storyboard. Oui, c'est un document écrit, c'est séquencé avec le nombre de plans par séquence. Et là, pour la première fois, il y avait des images. Mais pas des dessins, je serais incapable de storyboarder. Mais il y avait des images de plans que j'aimais bien. Et donc, ils étaient là comme ça en soutien, en référence, en inspiration. Après, il y en a dont au final, le plan ne ressemble pas du tout à l'image. C'est pas grave. C'est le pouvoir d'évocation et de diffusion qu'avaient ces images, qui n'étaient que des plans d'autres films. Il y avait Brissot, il y avait Bresson, il y avait Blin, il y avait Eustache. Mais elles sont là comme diffusion, pas du tout comme « attention, il faut que je fasse la même chose ». Pas du tout, je suis pas fétichiste de ça. Mais le découpage, avec ces images, me permettait de visualiser la direction esthétique et narrative du film. À propos d'esthétique, vous avez travaillé à l'image avec Simon Beaufils, comme vous le rappeliez, qui est un directeur photo qui a aussi bien travaillé sur Sibylle de Justine Triet, qu'Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez, ou encore Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal. Qu'est-ce qui a guidé votre dialogue dès le découpage pour travailler l'image de ce film ? Bon, déjà, il faut que je dise que Simon, c'est un ami. Depuis vraiment très longtemps, il a fait tous mes films. Il a fait l'image de mes 4 courts-métrages. Et il a même fait la lumière de la création théâtrale dont je parlais tout à l'heure, en 2003. Donc on est vraiment amis depuis très longtemps. Comment vous l'avez rencontré ? À la Fémis. Enfin, moi, j'ai pas fait la Fémis, mais comme je disais, j'étais assistant réalisateur sur beaucoup de films. Et pour des courts-métrages de... Ouais, de la Fémis. Ouais. Les travaux de fin d'études, les fictions 16 de la Fémis. Et comme il n'y a pas d'assistant réal à la Fémis, j'étais l'assistant réal, je faisais tous les cours de la Fémis. Enfin, en tout cas, beaucoup. Et c'est là que j'ai rencontré Simon, qui lui a fait la Fémis. C'est là que c'est là où j'ai rencontré Martial, mon monteur, mais non, on s'est rencontrés à la fac à Montpellier, avant, il y a encore plus longtemps. Donc tout ça pour dire que Simon est avant tout un ami dont j'aime le travail, mais j'ai aussi besoin de cette amitié, de cette collaboration pour me sentir bien. Et en dehors de nos périodes de tournage, avec Simon, on parle beaucoup de cinéma. On échange énormément sur ce qu'on voit, ce qu'on va voir, et en musique aussi. Et ça, c'est très important pour moi. Du coup,
c'était comme une évidence de travailler à nouveau avec Simon sur ce premier long métrage. Je crois savoir, je sais qu'il aime travailler aussi en pellicule. Donc du coup, c'était absolument évident. Ça a été un des premiers choix que vous avez fait avec lui? Oui, c'est vrai, c'est venu assez tôt. Évidemment qu'on s'est posé la question, parce que en rapport avec l'économie du film, ça pouvait se poser. Est-ce qu'on le fait en numérique et tout? Mais malheureusement, enfin non pas malheureusement, mais contrairement à ce qu'on peut croire, la pellicule peut nécessiter moins de personnes à l'équipe que le numérique. Donc au final, on peut y gagner en tournant en pellicule. C'est effectivement un tout petit peu plus cher. Et encore, ça reste franchement raisonnable. Vous aviez combien de... Pas de mètres de pellicule, parce qu'on peut compter comme ça, mais d'heures de... Pas tant que ça. On avait 4 boîtes par jour. Donc on tournait 40 minutes. C'était votre quota par jour? Ouais, exactement. Donc... Combien de jours de tournage? 25. Donc fait ben voilà, 100 boîtes de 10 minutes. Donc j'ai ramené, je sais pas combien de rushs, mais pas tant que ça du tout. 100 fois 10, bah 1000, non, il n'y avait pas 1000 heures du tout de rush. Non, pas du tout. Bon, mon cas, je suis très mauvais en maths. Mais bref. Simon, oui, l'une des premières questions, c'était de tourner... On avait très envie de le faire en pellicule. On s'est dit très tôt qu'il y aurait quelque chose avec cette histoire de trop cru, de trop défini. Et aujourd'hui, ça me paraît même vraiment saugrenu d'imaginer le film en haute définition, quoi, en numérique. Et ça me paraît dingue. Et vraiment, ça me fait peur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose presque d'obscène dans cette haute définition, quoi. Et vraiment, c'est pas ce qu'on voulait. Et le 16 mm, avec ses contours encore un peu flous, encore un peu doux, me semblait beaucoup plus juste, nous semblait plus juste pour les thèmes qu'on évoquait dans Astrakhan, quoi. Et puis, la pellicule a peut-être quelque chose à voir avec l'enfance. La pellicule, c'est aussi le cinéma auquel je fais référence dans mon film. C'est aussi les débuts du cinéma, donc, comme l'enfance du cinéma. Et donc, enfance et cinéma ont quelque chose à voir, de toute façon. Et c'est une étroite collaboration avec Simon, parce que notre amitié, le fait de travailler depuis longtemps ensemble, nous permet de gagner un temps fou sur le plateau, un temps précieux, et qui fait qu'on se comprend quand même très vite. Et puis j'aime le travail qu'il fait. Je vois les autres films. Ce qu'il fait par exemple chez Mazui là dans le dernier Bowling Saturn. Ouais, bah, voilà, c'est vraiment très beau donc j'étais très heureux de pouvoir à nouveau travailler avec Simon. Est-ce que c'est lui qui cadre ou c'est vous? Non, c'est lui qui cadre après chaque validation. Enfin, moi je regarde le cadre qu'il peut proposer, ou je propose, en disant là, ça serait bien qu'on soit haut par rapport à eux, blablabla. Il met en place la caméra, on regarde le cadre ensemble, et on y va. C'est lui qui cadre, qui est derrière l'œilleton. Est-ce que dans le cas de ce film, la lumière a été importante pour vous? Oui, ça l'est toujours. Ça est toujours dans le sens où le cinéma, c'est d'abord quand même un faisceau de lumière, et encore plus en pellicule, c'est d'abord un faisceau de lumière qui vient impressionner cette matière argentique. Donc oui, évidemment que la lumière est absolument primordiale. Et après, moi, si j'ai voulu tourner dans le Morvan, c'est parce que c'est des lumières spécifiques. Enfin, c'est des lumières que je connais, qui me sont familières, des ciels, des paysages. Et du coup, c'était très important pour moi d'aller enregistrer cette lumière si spécifique que je trouve dans le Morvan. Et il y avait, avec ces questions de soleil, de tourner en été, alors même si la météo a été vraiment contrariante, il y a quand même cette idée d'enregistrer le soleil, la lumière d'été, et de jouer... tout à l'heure, on parlait d'ambiguïté éventuelle chez les personnages.
Là, il fallait jouer aussi sur les contrastes, d'où la séquence en hiver, l'été. À l'intérieur de cet été, des choses de pluie, d'autres choses beaucoup plus douces. Tout ça participait aussi à la complexité que je voulais, pas complexité relative, mais ajouter toutes ces couches au ressenti du film. Est-ce que vous avez l'impression, au niveau de l'image, d'avoir fait un film naturaliste ? Je sais pas, je suis jamais à l'aise avec ces notions-là de naturalisme, mais j'imagine que oui, il y a quelque chose chez les peintres naturalistes qui me plaît, et donc peut-être oui, mais je suis pas sûr qu'on ait fait quelque chose de réaliste par contre. La nature est primordiale dans le Morvan, et pour moi. Donc oui, la nature a sa place. Mais par contre, dire que l'image est réaliste, j'ai l'impression qu'il y a des légers dérèglements, que c'est plus compliqué que ça. Quand je filme la neige seulement éclairée par les feux arrière rouges du bus, on voit bien qu'il y a quelque chose de plus étrange là qu'un simple enregistrement de la nature. Ça, c'était présent dès le découpage, par exemple ? Oui, je me demande si c'est pas une idée de Simon, ça. Mais très juste. Pour ce trajet, oui, de finir... oui, c'est présent dès le découpage. Alors, naturaliste, peut-être. Réaliste, je pense pas. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Même avec ces séquences de magnétiseur, cette séquence finale, ce long épilogue, on voit bien qu'il y a un dérèglement dans l'image, dans la narration, qui fait qu'on quitte le simple réalisme et encore moins social. Encore moins. Est-ce que vous aviez des projections de rush tous les soirs ou tous les matins, malgré ce choix de la pellicule ? Non, pas du tout. Moi, j'aime pas ça. Je veux tout découvrir à la fin. Donc, on regardait pas les rushs. Même vos productrices Ouais, non, mais personne les a vus. On les envoyait au labo, évidemment, à Paris, pour les développer. Et on nous envoyait ce qu'on appelle des stills, donc des captations. Mais ça, c'était bien tous les jours ? Oui, ça, c'était tous les jours. Enfin, non, c'est faux. C'était tous les 3-4 jours. Parce qu'il faut que quelqu'un fasse le déplacement avec les bobines. Oui, enfin, ils nous les envoyaient par Internet et tout. Mais effectivement, au bout d'un certain nombre de jours, quelqu'un de la prod repartait avec toutes les bobines, allait les déposer au labo. Bref, tout un micmac. Mais moi, je voulais rien voir tous les jours. Je voulais vraiment découvrir ça à la fin avec le monteur. Je les ai découverts, les rushs, qu'au moment du montage, presque 2 mois après, quoi. Mais on avait des retours toujours du labo qui nous disaient là, j'ai repéré une griffure ou un poil, puisque c'est de la pellicule. Bon, des choses comme ça qui nous prévenaient si on devait anticiper des éventuels retakes ou pas, quoi. Mais en tout cas, on regardait rien. À part ces stills, ces photos volées qu'on recevait de temps en temps, qui nous montraient des cartes postales un peu. Ouais, c'est vrai, vraiment. Des captations comme ça d'un plan. C'est tout ce qu'on avait. Vous avez parlé du film social. Est-ce que pour vous, le film social, il a aussi une esthétique contre laquelle vous êtes peut-être pas battu, mais contre laquelle vous avez... Oui, c'est vrai. Je pense que tu as raison. Il y a une esthétique du film social qui ne me convient pas, qui ne me convainc pas non plus. C'est-à-dire ce trop de réalisme ou cette manière d'assigner les gens à une condition sociale, environnementale, géographique, historique, en disant c'est à telle époque. Tout ça, je voulais échapper à ça. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, en évacuant toutes les institutions, il y a quelque chose qui vient déréaliser le film. On est tellement habitué à ce que notre époque soit complètement vue par le prisme des institutions que si on les enlève, on est un peu perdu. On ne sait plus trop à quelle époque on est. Ça, c'est un vrai effet aussi que fait votre film. On ne sait pas... Oui. Moi, je me suis identifié, par exemple, à un moment au personnage. Je me suis dit que ça se passait dans les années 2000. J'avais à peu près cet âge-là dans les années 2000. Oui. Mais à un moment, je me suis dit, mais en fait, ça pourrait très bien se passer dans les années 80. Ou ça pourrait se passer de... Mais c'est drôle parce que les gens qui s'identifient, qui ont été jeunes dans les années 70, ils pensent que c'est dans les années 70. Et donc, peut-être que les enfants d'aujourd'hui pourraient se rendre compte que c'est d'aujourd'hui. Mais effectivement, il y a un choix de flouter comme ça la temporalité pour
justement échapper à une éventuelle esthétique sociale. Et j'ai même construit un peu le film contre ce cinéma-là. Et ce qui m'intéressait, c'était les puissances d'évocation plutôt que de monstration. Et je crois que c'est ça qu'on ressent dans le film à la fin. Moi, j'ai eu l'impression, en voyant le film, qu'il y avait beaucoup d'extérieur. Et puis après, j'ai re-regardé parce que j'ai vu le film. Après, j'ai eu un lien pour le voir. Donc, j'ai pu naviguer dans le film, ce que d'habitude, je fais pas. D'accord. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intérieur. Et notamment pas mal de plans de visage de Samuel. Et du coup, j'ai un peu regardé j'ai un peu comparé les différents plans où il avait des visages, où on voyait son visage. Ouais. Et en fait, il a une multitude d'expressions qui est... Ah, mais ça, c'est bien de l'avoir vu. Parce que... qui est assez phénoménal. Je me suis dit, en fait, j'avais réagi à certains moments du film aussi par rapport à ce que lui renvoyait dans son regard. C'est très ténu, mais en fait, il y a une palette très très grande chez Mirko. Ça passe par des petites choses. Mais il va jamais sourire tout à fait de la même manière. Le regard va changer. Et effectivement, il y a ce truc d'intérieur-extérieur. Les intérieurs, il n'y en a pas tant que ça de différents. Il y a la maison familiale, la ferme, chez Hélène, et le gymnase, et l'église. Bon, il y en a pas mal de différents. Mais Samuel navigue à l'intérieur de tous ces différents décors. On pourrait croire à quelque chose d'impassible qui serait à peu près la même expression tout le temps. Or, c'est pas le cas du tout. On voit bien, et dans l'exercice que tu as fait, tu t'es rendu compte des modulations de cette expression-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé naturellement pour lui, ou ça c'est quelque chose que vous avez accompagné Non, je crois que c'est... Comme je pars et que je fais en fonction de ce qu'il est d'abord, je pense qu'il y avait des choses qui pouvaient jouer aussi ses émotions personnelles. Son rapport à telle séquence, ou ce jour-là d'être mal luné, je sais pas, ça lui est pas arrivé, mais j'imagine qu'il y a des mouvements d'humeur comme ça. Et donc c'est ça que j'enregistrais. C'était peut-être un documentaire aussi un peu sur Mirko, sur l'enfant qu'il était, un enregistrement de cet âge-là que j'ai fait pour lui, avec ses humeurs du moment et ses expressions du moment. Et ça, moi, je m'en sers pas de manière sadique ou malicieuse, pas du tout. Mais par contre, j'observe ça et j'enregistre ça pour venir servir aussi le film et mon intrigue et mon personnage. Au montage ensuite, donc là vous travaillez à deux avec Martial Solomon. Est-ce que là c'est comme au scénario et au découpage, vous travaillez d'abord en solitaire, ou là c'est plutôt lui qui travaille en solitaire et vous qui arrivez ensuite? Non, effectivement ça change un tout petit peu. Il travaille pas en solitaire. Je veux dire, le montage c'est souvent le cas, le montage peut commencer pendant le tournage. Les rushs sont envoyés au monteur et lui commence le travail et le réalisateur le rejoint à la toute fin. Mais moi j'aime pas ça non plus, j'aime pas voir les rushs et j'aime pas que le montage commence pendant le tournage. Du coup, on se retrouve tous les deux. Là, il se trouve que c'était 1 ou 2 mois après le tournage, après la fin de l'été, pour regarder les rushs ensemble et pour en parler et pour commencer le montage. Et moi, je suis très présent au montage. Je sais qu'il y a des monteurs qui laissent comme ça, certaines fois, pendant un certain temps, et qui reviennent et qui regardent ce que le monteur a fait. Moi, vraiment, j'aime beaucoup cette partie-là aussi. Et du coup, j'aime être présent beaucoup et d'accompagner le monteur Martial Salomon pendant toute cette période. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes revenu au scénario ? Dans le sens où au tournage, vous en êtes peut-être éloigné, ou est-ce que le scénario a su été un guide pour le montage ? Ouais, au tournage, on s'est pas tant éloigné. J'ai pas filmé un scénario, mais le tournage est relativement proche du scénario. Et du coup, au montage, on se retrouvait à nouveau quand même relativement proche du scénario. Je crois pas si on y revenait peut-être de temps en temps, on se replongeait dans le scénario pour voir la construction que j'avais envisagée et tout. Et puis pour le monteur, je crois que c'est quand même très important pour avoir une vision de revenir au scénario de temps en temps pour pas avoir des blocs comme ça séparés qui sortiraient de nulle part. Donc peut-être qu'on y revenait un peu. Mais par exemple, il n'y avait pas du tout
je voyais autour de moi, les autres monteurs avec des tableaux en liège et puis, tu sais, des photogrammes de chaque séquence qui s'amusent comme ça à déplacer les images pour inventer le montage. Bon, moi, alors, pas du tout. C'est un drôle de truc pour moi, cette idée-là. Que tout se réinventerait au scénario, comme si... au montage. Comme si rien n'avait été écrit ou filmé avant, et qu'il fallait inventer à ce moment-là. Je suis toujours un peu perplexe devant ça. Là, il se trouve qu'on a suivi effectivement le scénario, et encore une fois, comme il n'y avait pas beaucoup de rush, pas beaucoup de prises, il y avait quelque chose du bout à bout très facile à faire. La grosse partie du montage, bien sûr, il y a tout le film, mais la longue séquence finale a été un plus gros travail, si on veut, tellement le montage y est important dans cette séquence. Donc votre film fait à peu près, je crois qu'il fait 1h44. Ouais. Cette séquence, elle fait une dizaine de minutes. Je ne l'ai pas chronométré, mais... La musique, le morceau de musique fait 10 minutes. Ok, donc c'est une séquence de 10 minutes qui là extrait totalement le film du film social, du film dossier, de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, même du naturalisme. Oui. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez pensé dès le scénario ? Oui, c'était déjà là aussi dès l'écriture. La musique était là ? Oui, le morceau aussi. Mais c'est terrible, j'ai l'impression de filmer un scénario, alors que non, tout ça est beaucoup plus vivant et organique. Mais en tout cas, ça se décide à l'écriture. C'est pas quelque chose qui s'invente au montage. Et on a... Dans le scénario, il y avait les 6-7 dernières pages du scénario, étaient déjà plus qu'un flux d'images, plus du tout séquencé. C'était une longue logorée, comme ça, 6 pages pleines d'images consécutives, quoi. Et je pense qu'il y avait déjà l'effet au scénario, un peu, pas de sidération, mais après cette lecture relativement classique. Il y a en tout cas un effet de surprise qui... Oui. Et qu'on retrouve dans le film, j'espère, parce que l'intention première était de récupérer effectivement une légère sidération, que le spectateur devienne, j'espère qu'il l'est avant, mais continue à être actif au point de se dire mais qu'est-ce qui se passe, d'observer le dérèglement. Et aussi, je voulais simplement que ce dernier mouvement soit émotionnel, qu'il y ait quelque chose de retenu pendant 1h30 et que pendant les 10 dernières minutes, quelque chose se libère, quelque chose qui serait l'émotion, qui aurait été trop retenu avant, et que le film, en même temps que le personnage de Samuel, se libère de quelque chose là où le film aurait eu tendance à les assigner. J'ai l'impression que la dernière séquence permet à Samuel d'échapper à un simple statut de victime ou de... Tu vois, et que le film échappe à un simple statut social, naturaliste. Non, là, le film se met à délirer. Et c'est souvent quelque chose que j'aime beaucoup, moi, au cinéma. C'est souvent source d'une émotion très particulière pour moi. Et il fallait que le film se mette à libérer des images, régurgiter presque des images qui avaient été soit montrées d'une manière différente avant, soit pas montrées, et du coup de rendre ainsi le spectateur très actif et que lui remettre en doute sa perception, mais qu'est-ce que j'ai bien vu avant, à quoi j'ai affaire, quelle image c'est, est-ce que c'est une image de fantasme ou est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Ça, moi j'aime beaucoup ça. J'aime les films qui ont besoin d'un spectateur pour se faire, pour avancer. Et du coup, cette dernière séquence me permettait tout ça. Vous l'avez aussi pensé comme un mouvement contraire par rapport au... Contraire, non, je sais pas. Ça me semblait être l'acmé, la continuité, mais avec un réel décollage. Mais contraire, je suis pas sûr. Mais effectivement, j'aime bien les films qui demandent à repenser le film a posteriori, quoi. Et cette dernière séquence est obligée un peu... On se demande qu'est-ce qu'on a vu. Oui. Quand on le voit, on se demande qu'est-ce qu'on est en train de voir. Exactement. Et après, on se demande mais qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce que c'était mais moi, cette dinguerie. Remettre tout en cause, enfin tout, remettre la perception en cause du spectateur, ça me semble être la moindre des choses. Pour continuer à s'interroger de qu'est-ce qu'une image, qu'est-ce que je vois, comment je la vois, pour pas que cette image vienne là, comme ça, juste accompagnée par la main et nous guide vers un truc... il faut que ça soit plus troublant que ça. Et j'avais une confiance folle en le cinéma. Je voulais une émotion presque primitive, avec que de l'image, de la musique, du montage. Retour à presque un cinéma primitif,
Les films de Péléchian, par exemple, sont très importants pour moi. Là-dessus, ces films de montage, il y a une réelle émotion qui naît de ça. Et c'est ça que j'essayais de vouloir... c'est ça que j'essayais de retrouver. Le titre est assez mystérieux et n'est pas expliqué dans le film, même à la fin, même si on peut y trouver un lien. Qu'est-ce que signifie Astrakhan ? Astrakhan, il faut peut-être rappeler effectivement ce que c'est. C'est le nom qui désigne une laine d'agneau noir, mais une laine très particulière d'agneau mort-né. C'est-à-dire que pour obtenir cette laine si précise, on tuait les agneaux dans le ventre de leur mère. Donc c'est des fœtus en fait. C'est très morbide, c'est interdit aujourd'hui. On en faisait des manteaux, des manchons. L'Astrakhan, c'est ça. Et donc, il y avait quelque chose là-dedans de l'enfant sacrifié, avec ces agneaux sacrifiés. Il y avait quelque chose de l'enfant sacrifié tel que je l'évoque dans le film. Après, Astrakhan aussi a le mérite pour moi d'être le nom d'une matière. Et comme j'en parle souvent, de quelque chose de très sensoriel qui peut convoquer l'odorat, le toucher. Et je voulais le nom d'une matière. Donc ça, et puis, je trouve le mot très beau parce qu'au final, en plus, il pourrait presque évoquer le nom d'un pays imaginaire. Et pour moi, ça ouvrait la fiction comme la fin l'ouvre. Dès le titre ? Oui, dès le titre. Dès tout de suite, dès le titre, on échappait à une assignation soit réaliste, soit naturaliste, soit sociale. C'est venu très tôt le titre ? Oui, alors là, dès le début, il y a même très très longtemps. C'est un mot que j'adore. Je ne pourrais pas dire exactement pourquoi, mais je le trouve étrange. Et comme à la fin, sans tout dévoiler, on retrouve un agneau noir, ça faisait sens de filer la métaphore du titre au final. Quel a été votre plus grand défi au montage ? Je le disais un peu tout à l'heure, mais je crois que c'est la dernière séquence, cet épilogue. Vous l'avez monté en dernier ? Oui, parce qu'il fallait toutes les séquences. Donc il fallait qu'on ait l'été, l'hiver, il fallait que le film soit entièrement tourné. Sa première partie. Oui, donc il fallait toutes les images, qu'on soit en possession de toutes les images pour la monter. Et surtout, c'est une autre approche du montage, parce que d'habitude, la musique est au service du film, on peut dire. Elle vient illustrer, accompagner, mais elle se met plutôt au service. D'ailleurs, on cale la musique pour à tel moment. Sauf que là, c'était l'inverse. Le morceau préexistait, la messe de Bach qui dure 10 minutes, l'Agnus Dei, et il était hors de question qu'on touche au morceau de musique, qu'on coupe dedans ou qu'on s'en accommode, qu'on s'adapte en fonction... Vous l'avez laissé tel quel ? Oui, en entier. Et donc là, par contre, c'est les images qui devaient s'adapter, j'allais dire s'adopter, s'adapter à la musique. C'est le trajet inverse. Et donc au montage, ça demande toute une autre manière de penser qui soit purement musicale. Il fallait que le plan, il fallait déjà que j'ai assez de rush pour cette séquence, et il fallait que les plans s'arrêtent sur des moments musicaux très précis et adoptent le mouvement musical. C'est vraiment l'image qui se mettait au service de la musique et pas l'inverse. Du coup, au montage, c'est tout un tas d'autres questions. Il y a une étape de la post-production qui a peut-être été importante, c'est l'étalonnage. Historiquement, la pellicule, on l'étalonnait, mais simplement pour ajuster éventuellement les erreurs oui. Mais techniques qui ont été faites. Ça a été un peu le cas, là. Ça a été le cas également. Il n'y avait pas beaucoup, voire pas d'erreurs techniques, mais l'étalonnage n'a pas pris tant de temps que ça, n'a pas été un travail... Chez moi, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas... Bon. Et l'étalonnage... C'est aussi une chance de la pellicule. La pellicule a tendance à enregistrer aussi un peu ce qu'on voit. Donc, il n'y a pas une grosse surprise au final. Du coup, mais il faut citer le nom de l'étalonneur Gadiel Bendalak, qui a fait un travail super. C'est celui qui a fait Pacifiction aussi de Serra. Et c'est un super étalonneur, qui a un sens de l'image, mais top. Et en collaboration avec Simon et moi, ça s'est passé vraiment très bien et assez facilement. Il n'y a pas eu de problème à rattraper tel ou tel truc. Est-ce que vous avez eu une direction, par exemple, chromatique, en se disant... moi, j'ai trouvé les verts, par exemple, très beaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez modifié la teinte, la saturation Pas vraiment. On a peut-être rajouté un peu de contraste ou un peu...
Et encore, je suis même pas sûr de ce que Vous êtes resté fidèle à la pellicule? Oui, quand même, assez. J'espère pas dire une bêtise, mais j'ai pas le souvenir qu'on soit trop intervenu dessus. Là où on a travaillé, c'est également sur la séquence finale. Parce que là, il se posait des questions de dérèglement. Et il fallait, vu que c'était soit des images qu'on avait déjà plus ou moins vues, ou il fallait les transformer un tout petit peu, intervenir un peu dessus. D'où le dérèglement sur le jongleur, ou sur ce plan où Marie détourne Samuel de la camionnette qui est d'un seul coup surexposé volontairement, puisque on voulait aller au sens premier, surexposition. C'était la deuxième fois qu'il allait à la camionnette, quoi. Et tout c'est un plan où on voit Samuel à côté d'un muret. Oui, et Marie, dans l'épilogue, Marie le détourne, l'empêche de voir. Et c'est celui-là qu'on a surexposé, par exemple. À l'étalonnage. Oui. Et il y a eu pas mal de choses à l'étalonnage, mais sur la dernière séquence, sur l'épilogue. C'est là où on est le plus intervenu de manière moins réaliste. Le ralenti sur Luc qui marche de dos. Il n'y a aucun effet dans le film, il n'y a que dans cette dernière séquence que les choses se délirent un peu et se dérèglent un peu. Et donc à l'étalonnage, il fallait accompagner ça. Quelle est la dernière fois que vous avez dormi au cinéma? Ah, je dors pas au cinéma. Attends, j'essaie de réfléchir. J'aime plutôt ça, en plus ça a dû arriver et c'est assez agréable. Mais la dernière fois, alors malheureusement là, à cause de mon film, ça fait un petit moment que je suis pas allé au cinéma. Et ça, c'est pas bien, ça me manque. Mais j'ai pas le souvenir de m'être endormi ces derniers temps, quoi. Et quel est le dernier film qui vous a hanté? Je crois pas que ça soit au cinéma. Je crois que c'est en ordi, et c'est Parfait Amour de Catherine Breillat, que j'avais jamais vu, et que j'ai découvert là, il y a 3 semaines. Et pour le coup, il me hante pas mal. Je trouve le film dingue. Les dialogues sont dingues, les comédiens sont dingues. Et du coup, le film est dingue. Et vraiment, en plus, il a un pouvoir très fort sur le spectateur, même après son visionnage. C'est celui-là, mon dernier choc, on va dire. Que restera-t-il de vos films, à votre avis, dans 100 ans? J'espère qu'ils resteront déjà. Qu'est-ce qui restera? La pellicule. Ouais, j'espère. Je sais pas du tout ce qui pourrait rester. J'espère une simplicité, une humilité, et bizarrement quelque chose de tendre. J'espère que c'est ça qui restera. Quels sont vos prochains chantiers visuels et sonores, musicaux peut-être? Non, pas musique, j'adorerais faire de la musique, mais j'ai un projet de court-métrage que je compte réaliser cet automne, qui s'appelle Les Tremblements. Donc c'est un court qui fera peut-être une demi-heure. Ça c'est en chantier, on rentre en production pour pouvoir le tourner à l'automne. Vous avez l'argent Non, on est vraiment au tout début, on a la réponse du CNC là, le 23 février. On va déposer à la région. On est vraiment au tout début de la recherche de financement, mais j'ai bon espoir pour... Je pense pas que ça soit un film qui coûte très cher. On va le refaire en 16 mm, avec Simon, avec Martial. La même équipe. Oui. En Bourgogne. Pas les mêmes comédiens. Mais, donc voilà, et j'ai un autre projet... Enfin, j'en ai deux. J'ai un autre projet de long métrage qui est écrit, qui s'appelle Les Nuits d'Octobre, qui va lui aussi rentrer en production, mais ça va être plus long, il y a quelque chose d'un peu plus ambitieux. Enfin, tout ça reste raisonnable, mais j'ai pas du tout envie de faire des films chers ou je ne sais quoi. Mais je sais que ça va être un peu plus long à mettre en place, d'où peut-être le court-métrage, pour continuer à filmer, à pratiquer.
Et un autre projet qui, lui, est en écriture, dont j'ai pas le titre encore, et qui se déroulerait à Belle-Île-en-Mer. Là, on changerait C'est où? d'environnement. Belle-Île-en-Mer? Oui. En Bretagne. Tu sais où c'est? Non. Non. Faut prendre le bateau et t'arrives à Belle-Île-en-Mer. C'est une île? Ouais, c'est une île. Ok. Ouais, c'est une île en Bretagne. Ok. Qui est hyper belle. 3 projets du coup? Oui, ça fait beaucoup. Un en écriture, un qui est écrit mais qui va être un peu long, et un court qui va se faire cette année. Et en même temps, ça vous évite de passer plusieurs années sans filmer. Exactement, ça a tellement été long à faire pour Astrakhan que je crois que j'en ai tiré quelques leçons. Puis c'est un drôle de moment, la sortie d'un premier long, ou peut-être de tous les films d'ailleurs. Mais il y a quelque chose comme ça qui amène à ça, à la sortie de beaucoup de travail. Et puis, genre, le lendemain, quelque chose s'arrête quand même. Enfin, tu vois, et donc, par peur de l'après, je pense que c'est pas mal de se projeter. Ouais, tout de suite dans un autre projet. Eh bien, merci. Merci. Merci pour cet entretien. Ouais, merci beaucoup. Sur notre site internet négatif.co, vous pouvez découvrir l'ensemble de nos précédents entretiens, mais également des illustrations, extraits, bandes annonces. Et pour suivre notre actualité, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et pour écouter les entretiens sur Spotify, YouTube et vos plateformes de podcast. Merci et à bientôt.